Amis racleurs de donjons, bonjour. Alors aujourd'hui, je continue l'exploration des classes de DCC avec aujourd'hui une des classes emblématiques de tout jeu d'Heroic Fantasy. Je veux bien entendu parler du mage, du sorcier, enfin ici on le nomme le mage. Après, il pourra se donner le nom qu'il veut. Alors, comme d'habitude, pour présenter cette classe, je vais déjà vous présenter ses caractéristiques générales, hein, et ensuite on ira dans le spécifique. Et bon, je ne vous cache pas que le spécifique de cette classe, c'est l'utilisation de la magie, et je ne peux m'empêcher de vous dire que la magie dans DCC est un petit bijou. Voilà, donc on va commencer par les caractéristiques générales du mage. Alors le mage. Donc le mage, en fait, hein, comme dans la plupart des jeux, est quand même un personnage à la constitution assez faible. En effet, il n'a qu'un seul D4 de points de vie. Hein, ça veut dire que au niveau 1, il va avoir un D4 de son niveau 0, plus un D4 de son niveau 1 et son bonus de constitution. Autant dire que ça ne va pas monter très très haut. Donc, donc comme d'habitude, on se retrouve face à un personnage assez fragile à ce niveau-là. Mais bon, il n'est pas censé non plus aller se battre en première ligne, bien entendu. Alors, pareil, au niveau des armes maîtrisées, donc il maîtrise quand même l'arc court et l'arc long, le bâton, la dague, l'épée courte et l'épée longue, hein, elles sont quand même maîtrisées par le mage. Et on nous explique que le mage porte rarement des armures, non pas que ça soit interdit, hein, mais ça perturbe ses incantations magiques. Les alignements, on peut trouver à peu près tous les alignements hein, chez les mages. Hein, ça va du loyal au chaotique, hein, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ça va donner vraiment plutôt un mage chaotique va rechercher absolument le pouvoir, la puissance pour lui, comment dire, quels que soient les moyens. Alors qu'un mage loyal va plutôt se mettre au service de la connaissance, on va dire. Voilà. Les mages peuvent, ce n'est pas une obligation, mais peuvent avoir un patron surnaturel, hein, une créature extraplanaire, une liche d'un autre plan, que sais-je, qui peut leur sauver la mise en cas d'incantation. En fait, les mages peuvent invoquer leur patron en cas d'extrême nécessité. Alors, ça se fait pas à la légère, hein, parce que c'est assez dangereux mais ils vont pouvoir invoquer leur patron, effectivement, dans certains cas. Le mage, qu'est-ce qu'on va dire d'autre au niveau là il peut avoir un familier, d'ailleurs en fait il y a un sort hein, pour appel de familier, mais il faut avoir le sort, hein, sinon vous n'avez pas de familier. La chance s'applique au test de corruption, mais la corruption en viendra après, parce qu'en fait, lancer un sort, être un sorcier, ce n'est pas forcément de tout repos. Et elle s'applique aussi à la magie mercurielle, mais je vais venir après avec la magie. Mais on va bientôt y arriver, ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer quand même le tableau de progression en fait du mage. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'effectivement ces bonus d'attaque hein, vont ne jamais trop plafonner. Hein. Il va arriver à plus 5, à plus 2 au niveau 5, hein, ce qui est quand même assez, qui est pas terrible. Ces dés de critique tapent toujours sur la table la plus faible. Hein. La table 1, c'est la table la plus faible des critiques, et sans avoir des dés extraordinaires. Qu'est-ce qu'on a Là, on a quelque chose de très intéressant. Le nombre de sorts connus hein, et le nombre maximum de sorts. C'est-à-dire que, contrairement par exemple à Donjon, vous n'avez pas des sorts niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Non, vous avez un nombre de sorts connus. Et ce nombre de sorts, il peut être de n'importe quel niveau, du moment qu'il soit inférieur ou égal au niveau de sort max. Donc au niveau 1, c'est facile, et au niveau 2, c'est simple, il n'y a que des sorts niveau 1. Mais vous voyez, par exemple, au niveau 3, il connaît 6 sorts, et le niveau max de sort est de 2. À la limite, on pourrait très bien imaginer un mage qui connaît 6 sorts niveau 2, pourquoi pas ou 6 sorts niveau 1, mais voilà, ou 3-3, enfin, comme vous voulez, vous connaissez un nombre de sorts et vous avez le niveau maximum des sorts que vous connaissez. Quoi dire d'autre Pas grand-chose, si, que son jet de save le plus fort, en fait, c'est effectivement sur la volonté, et en gros, c'est tout. Bon, là, ensuite, on va passer aux choses sérieuses et je vais vous parler de la magie. Alors, la magie dans DCC, c'est un point fort du jeu. C'est vraiment
petit bijou de règle, un petit bijou de mécanique. Et le mage bénéficie justement de pouvoir envoyer des sortilèges. Alors, comme on a vu, il y a un nombre de maximum de sorts, mais avant de lancer les sorts, il faut les apprendre. Alors j'ai vu beaucoup de questions, en fait, quand beaucoup de gens se posent la question comment mon sorcier apprend des sorts, est-ce que c'est tiré au hasard sur une table, est-ce qu'il les choisit, etc., etc. Alors moi je vais vous dire, il n'y a pas de règle spécifique, hein, chaque juge va faire à peu près comme il veut, mais moi je vais vous dire comment je fais. Alors quand un personnage devient mage, donc qu'il passe du niveau 0 au niveau 1, ou qu'il soit créé directement au niveau 1, moi ce que je fais c'est que je fais tirer les premiers sorts du premier niveau, tous au hasard. Voilà, donc là par exemple au niveau 1 vous en avez 4, alors, vous pouvez en avoir moins ou plus en fonction de votre caractéristique d'intelligence, il ne faut pas oublier ça. Hein, car effectivement, si vous avez très peu d'intelligence, vous allez lancer nettement moins de sorts, et si vous êtes très intelligent, vous allez pouvoir en connaître un ou deux de plus. Bon. Et donc, au niveau 1, moi, je fais tirer effectivement tous les sorts, au hasard. Et quand un mage passe de niveau, donc, et qui gagne un ou deux sorts éventuellement, hein, c'est en fonction du tableau, comme on a vu tout à l'heure, je laisse au joueur 3 choix. Ou alors, il se laisse envahir par la magie, par les puissances éthérées des autres plans, et dans ce cas-là, il va tirer un sort supplémentaire au hasard, du niveau qu'il souhaite. Puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, on connaît un nombre de sorts et un nombre maximum de niveaux. Donc en fait, s'il peut connaître des sorts niveau 1 et niveau 2, mais qu'il veut pouvoir connaître un nouveau sort, même s'il a un nouveau sort et qu'il a des sorts niveau 2, il peut en apprendre un niveau 1, ça n'y a aucun souci. Donc dans ce cas-là, je dis, tu le tires au hasard. Ou alors, je lui laisse une autre possibilité. Je dis, bah écoute, tu choisis le sort que tu veux, et moi, en tant que juge, je te garantis que dans la prochaine aventure, il y aura, quelque part, un parchemin, avec ce sort, le sort que tu souhaites qui sera écrit dessus. Donc ce sera à toi ou à l'équipe de le découvrir, mais attention, je ne garantis rien. Si vous ne le trouvez pas, bah, vous ne le trouvez pas. Si tu n'arrives pas à l'apprendre, à le lire, bah oui, parce qu'il faut savoir lire la magie. Il y a d'autres sorts pour ça, bah tant pis pour toi. Si le parchemin est détruit, bah tant pis pour toi. Et donc, voilà. Donc là, je le mets, tu le découvriras en jeu. C'est la deuxième possibilité que je laisse au joueur. Et enfin, la troisième possibilité que je laisse au joueur, c'est, ok, tu choisis le sort que tu veux. Il est certain que tu vas l'apprendre. Pourquoi? Parce que tu vas aller dans une école de magie, voir un grand maître, que sais-je, qui va t'apprendre le sort que tu souhaites. Mais, dans ce cas-là, alors on pourrait le faire, quasiment comme une quête, mais en fait, je préfère le faire autrement. Je dis, dans ce cas-là, bah, ton personnage, tu ne le joues pas. Tu ne le joueras pas à la prochaine partie. Pourquoi? Parce qu'il sera parti dans une école de magie pour apprendre son nouveau sortilège. Donc, tu joueras un deuxième personnage. En général, moi, mes joueurs ont toujours plusieurs personnages. Et donc, bah, tu joueras un de tes autres personnages. Celui-là, le mage, sera parti apprendre le sort. Mais tu connaîtras celui que tu veux. Voilà les 3 trucs que je fais, moi, pour que mes joueurs, que les personnages de mes joueurs apprennent un sortilège. Voilà, donc ça, c'est pour l'apprentissage des sorts. Alors, autre chose, quand on apprend un sort, à Dungeon Crawl classique, on doit tirer sur la table de la magie mercurielle. Kezako, la magie mercurielle. Alors la magie mercurielle, ça va être un effet qui va être appliqué à votre sort quand vous le lancez. Et vous le tirez vous tirez l'effet de ce sort, supplémentaire à son effet normal, bien entendu. Donc c'est la magie mercurielle. Vous tirez cet effet de magie mercurielle une fois pour toutes, au moment où vous apprenez le sort. Pas à chaque fois que vous le lancez. Non. Au moment où vous l'apprenez. Ce qui fait qu'un sort lancé par un mage et le même sort lancé par un autre mage peut avoir des effets secondaires, parce que c'est un peu ça, la magie mercurielle. C'est un peu l'effet secondaire de la focalisation de l'énergie magique appliquée à ce sort-là.
Et donc, les deux mages vont avoir un effet secondaire différent. Mais vous le tirez j'insiste, une bonne fois pour toutes à l'apprentissage, et vous le notez sur votre fiche de sort, la magie mercurielle, c'est ça. Alors, quand on lance pour la magie mercurielle, comment on fait? Donc, on a la table 5.2, hein, qui est une grosse table. Hein, c'est une table avec une centaine d'entrées. Hein, et donc, vous allez lancer un dé 100, vous allez le modifier par vos points de chance, par vos bonus de chance. Donc, si vous avez plus 1 en chance, ça fait 10% en plus. Si vous avez moins 1, moins 10%, plus 2, plus 1, moins 2, moins 20, etc., etc. Et donc, vous allez lancer, et là, on se retrouve avec, alors, plus le chiffre est bas, comme c'est modifié par la chance, moins l'effet secondaire est sympathique. Hein. 0,1, c'est coût exorbitant. À chaque fois que le mage lance ce sort, quelqu'un qu'il connaît meurt. Ça pique. Et, mais par contre, voilà, vous avez appris le sort, et la magie mercurielle, vous le savez au moment où vous l'avez appris. Vous pouvez plus dire, non, non, bah non, je l'apprends plus, le sort. Non, non, vous le connaissez, c'est celui-là, et pour vous, le sort, il reste à cet effet. Donc, comme je dis, niveau 1, bah, ça, c'est pas bien. Après, vous avez effectivement, entre 40 et 1,60, il ne se passe rien. Le sort se lance tout à fait normalement, il n'y a pas d'effet secondaire. Effet sonore, le sort est toujours accompagné de sons inhabituels, un coup de tonnerre, un bourdonnement, etc. etc. Alors c'est pareil, vous voyez, effet sonore, on a un dé, un 6 à lancer. Mais moi, personnellement, le D6, pour connaître l'effet, là par exemple, coup de tonnerre, machin, je le lance une seule fois, au moment de du tirage, de l'apprentissage du sort et du tirage de la magie mercurielle. On ne va pas le faire à chaque fois qu'on lance le sort. Et enfin, si vous avez effectivement, vous arrivez assez haut dans la table, vous avez des trucs quand même qui sont vachement bien. Vous avez par exemple talent inné, au lieu d'effectuer un jet normal pour le test d'incantation, le mage lance un dé amélioré de 2 crans sur la chaîne de dés. Donc je vous rappelle la chaîne de dés, un D-CC, un D-20, un D-24, un D-30, etc. Donc s'il lançait un D-20, désormais il lance un D-30 pour lancer le sort. Et ça, c'est très très fort, vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, la magie mercurielle, il faut l'avoir comme un effet secondaire de votre sortilège qui est déterminé au moment où vous allez apprendre ce sort. Et uniquement à ce moment-là, vous ne tirez pas l'effet secondaire, enfin l'effet magie mercurielle, à chaque fois que vous lancez le sort, vous le créez, vous le déterminé au moment de l'apprentissage du sort. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ah oui, pareil, au moment de l'apprentissage du sort, enfin, non, ça je le fais au moment qu'on lance le sort. Je vais vous parler de la suite. Donc voilà, maintenant, là j'ai fait toute la partie apprentissage de sort telle que je la vois moi. Enfin, pour la magie mercurielle, c'est pas tel que je la vois, c'est la règle. Mais comment on change de sort, comment on apprend des nouveaux sorts, je vous ai donné ma méthode, après vous appliquez celle que vous avez envie. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va passer, une fois qu'on connaît un sort, eh ben, on va le lancer. Alors oui, c'est bien beau de l'avoir appris le sort, mais maintenant il faut le lancer. Alors comment on lance un sort? Alors techniquement, on lance un des 20, plus le niveau d'incantateur. Alors en général, le niveau d'incantateur, c'est le niveau du lanceur. Hein, donc si vous êtes niveau 1, ça va être un des 20 plus 1, niveau 2, un des 20 plus 2, etc., etc. Il peut y avoir des objets qui vous donnent des bonus au niveau d'incantateur, par exemple des objets magiques. Hein, et voilà. En sachant que si vous faites un critique, donc si vous faites 20 sur votre dé d'incantation, dans ce cas-là, vous ajoutez 2 fois le niveau d'incantateur. Voilà. Et alors, comment on le réussit le sort? Alors, tous les sorts, en fait, doivent être lancés avec ce D20, ce machin. Et, il n'y a pas un seul sort qui est réussi automatiquement. Ça n'existe pas à DCC. Donc, en sachant qu'on vous nous explique qu'il existe 716 sorts de mage, ni plus ni moins, il y a uniquement 716. Alors, dans le livret de base, on ne vous en présente qu'un certain... C'est pour un peu le décorum, hein, ça, hein, et on vous en présente un certain nombre. Voilà, donc vous voyez, vous avez des sorts de niveau 1 à niveau 5, que vous allez pouvoir apprendre selon votre niveau de sorcier. Et donc, en fait, la grosse particularité de DCC, c'est que chaque sort possède sa table. Là, vous avez le sort d'agrandissement,
Là, vous avez le sort appel de familier. Et derrière, vous avez une table. Alors, vous allez me dire, oula, le texte, machin, etc. Alors, c'est vrai que pris comme ça, si vous êtes obligé d'aller feuilleter dans le bouquin, ça risque d'être chiant. Moi, ce que je fais, c'est que je donne à mes joueurs, en fait, un espèce de grimoire avec uniquement leur sort. En plus, il y a un petit effet, livre de sorts qui est assez sympa. Et mes sorciers, en fait, vont lancer leur sort à partir de leur grimoire, donc il n'aura que les sorts qu'ils connaissent. Alors, quand on lance un sort, alors, qu'est-ce qu'on a dans la description du sort? Donc on a la portée, là il est au contact, hein, c'est un agrandissement. Sa durée, un tour par niveau d'incantateur, son temps d'incantation et son jet de sauvegarde éventuel. Et en gros, la générale, vous avez en fait, en gros, ce que fait votre sort d'une manière générale. Hein. Ça ne va pas être son effet, mais en gros, c'est ce qu'il fait. Avant d'aller plus loin, je n'ai pas parlé encore de la manifestation d'un sort. Et là, je voulais vous en parler maintenant. Parce que chaque sort, en fait, a un petit texte qui est décrit à côté de manifestation. Alors, qu'est-ce que c'est la manifestation? C'est la manière dont, une fois que vous avez incanté ce sort, comment il va se manifester. Alors là, je vais vous donner un exemple. Alors, vous lancez un des 4, si vous faites 1, la cible grandit à vue d'œil, 2, la cible disparaît puis réapparaît plus grande, 3, des centaines de minuscules ouvriers semblent découper le corps de la cible puis le réassembler plus grand, 4, la cible rajeunit jusqu'à prendre la taille et l'apparence d'un bébé, puis vieillit à nouveau miraculeusement jusqu'à reprendre une apparence adulte, mais de plus grande taille. Vous voyez, moi j'aime beaucoup en fait ces effets. Pourquoi? Parce qu'en fait ça va personnaliser le sort. Non seulement vous avez la magie mercurielle, mais vous avez aussi cette manifestation. Alors, il n'y est précisé nulle part dans les règles quand est-ce que vous lancez la manifestation. Est-ce que vous la lancez à chaque fois que vous lancez un sort? Ou alors, est-ce que vous la déterminez une et une bonne fois pour toutes? Moi, j'utilise cette solution. Je la détermine une et une bonne fois pour toutes au moment où le sorcier lance pour la première fois son sort. Donc, par exemple, j'avais un sorcier et un elfe à ma table qui avait un genre projectile magique. Et il y en a un, ça se manifeste avec des aigles enflammés qui viennent attaquer la cible. Et le deuxième, ce sont des boules d'électricité et d'énergie. Voilà. Donc, en fait, l'effet va être le même. Mais, en fait, c'est l'effet spécial, en fait, qui accompagne votre sort. Et ça, j'aime beaucoup, mais je le fais une fois pour toutes. Pourquoi? Parce que ça, si vous le faites à chaque fois, ça va relancer un dé supplémentaire, pas très très utile. Et en plus, moi, j'aime bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, le sort est personnalisé par lanceur, et je préfère largement cette solution. Alors, donc vous lancez votre D20 plus votre niveau d'incantateur. Et vous allez consulter en fait le résultat de la table. Alors vous voyez, alors un sort à DCC n'est jamais perdu. C'est-à-dire que vous pouvez, tant que vous le réussissez, grosso modo, vous allez pouvoir le relancer. Hein, donc tant que vous réussissez le sort, vous allez pouvoir le relancer. Il n'est pas oublié à chaque utilisation comme dans Donjon. Hein. Par contre, si vous faites faible sur votre dé, si vous le ratez, là vous voyez par exemple entre 2 et 11, perdu, échec. Donc non seulement votre sort ne marche pas, mais en plus vous l'avez perdu, c'est-à-dire vous avez perdu sa mémorisation. Il faudra attendre le lendemain, là on arrive dans du classique, pour de nouveau le mémoriser. Mais si vous faites 12 et 13, l'effet se produit, et 12 ou plus d'ailleurs, l'effet se produit, et vous allez pouvoir le relancer une nouvelle fois tant que vous le réussissez. Alors, les succès, je vais vous parler des succès, après je vous ai parlé des échecs graves, et vous allez voir, c'est très grave. Les succès. Alors, les succès, ça va être en fonction, comme je disais, donc un des 20 plus le niveau d'incantateur, grosso modo, et vous allez devoir croiser, en fait, le résultat de votre dé à cette table, dans cette table, et ça va vous donner l'effet. Donc par exemple, si vous faites un jet pas très fort, vous faites 12 au dé, la taille et la masse de la cible augmentent de 10%, elle devient visiblement plus grande et potentiellement menaçante, mais pas assez pour obtenir un bonus de caractéristique. Voilà. Par contre, si on prend le résultat maximum de la table, qui est 32,
Alors là, c'est pas pareil. Vous voyez, c'est toujours un sort niveau 1. Hein. L'incantateur se transforme ou transforme une cible en géant, véritablement titanesque. La cible grandit jusqu'à un maximum de 30 mètres à la discrétion de l'incantateur. Les statistiques de la cible sont similairement augmentées grâce à sa nouvelle taille jusqu'à un bonus maximum de plus 10 au jet d'attaque, de dégâts, machin, etc. Vous voyez le bazar. Hein. Donc entre un jet de 12 et un jet de 32, ça va pas avoir le même effet. Alors moi j'aime beaucoup, pourquoi? Parce que dès que vous êtes niveau 1, en fait vos sorts sont déjà balèzes. Hein. Si je prends un deuxième exemple, le fameux main brûlante de donjon que tout le monde connaît. Donc là pareil, donc entre 2 et 11 c'est un échec, vous l'oubliez. Par contre, entre 2 et donc si vous ne l'oubliez pas, vous pouvez le relancer. Hein. Donc main brûlante, vous allez pouvoir en lancer 50 fois, tant que vous le réussissez, il n'y a aucun problème. Donc si vous faites entre 12 et 13, un jet de flamme frappe une cible à portée et lui affiche un des 3 points de dégâts, c'est à peu près le sort niveau 1 de donjon. Par contre, quand vous arrivez alors simplement à des trucs genre vous faites 20 ou 23, hein, ce qui est accessible à un niveau 1, le mage projette une gerbe de flamme qui brûle jusqu'à 3 cibles et à portée leur inflige un des 6 plus le niveau d'incantateur de points de dégâts. Toutes les cibles doivent être situées à moins de 3 mètres les unes des autres. Et moi ce que j'aime bien là-dedans, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous dire, bon, je vais dépenser un slot plus haut pour lancer mon sort, comme ça il sera plus fort. Non, il va être naturellement plus fort en fonction de votre niveau d'incantateur, de votre niveau, de vos objets, etc., de la puissance de votre mage, avec simplement ce jet de dés sur la table. Et ça, moi, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Alors, en sachant que... j'y viendrai après. Je ne vais pas vous perdre, on va continuer sur mon plan. Non, je vais quand même y venir tout de suite. Un mage peut décider de sacrifier de sa personne pour augmenter la puissance d'un sort. C'est-à-dire, ça va être ce qu'on appelle le brûle-sort. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, le mage va par exemple prendre un couteau et se scarifier, ouvrir ses veines, se couper un doigt, je ne sais quoi, hein, quelque chose de violent. Et donc, comment ça se traduit? C'est-à-dire qu'il va sacrifier des points de caractéristiques physiques. Force, dextérité, constitution, il va sacrifier des points. Et pour chaque point qu'il sacrifie, il va avoir plus 1 sur son D20, plus son niveau d'incantateur, donc plus 1 sur le résultat de son dé. Et donc il peut en sacrifier d'une manière illimité. Bon, bien sûr, après, il faut faire face aux conséquences. Hein. Si vous tombez à un point de force ou un point de constitution, c'est plus la même chose. Ça a un coût, quoi. Et là, donc, il va pouvoir décider à l'avance, il faut le faire à l'avance, avant de lancer le dé, de faire une description quand même. Alors, si vous êtes à court d'imagination, il y a une petite table qui existe, en fait, hein, sur le brûle-sort, pour voir si le joueur est un peu à court d'imagination à ce moment-là. Sinon, ça va être au joueur de décrire comment, effectivement, il va sacrifier de sa personne, de sa vitalité, pour la mettre dans son incantation. Et donc là, ça va lui faire augmenter son résultat également sur la table. Donc ça, moi, je trouve ça vachement bien. Voilà, ça, c'est un peu pour le brûle-sort, hein, qui a une particularité et qui est réservée effectivement aux lanceurs de sorts. Alors le clerc ne peut pas le faire, hein. Il n'y a que le mage ou l'elfe. Hein. Quoi dire d'autre? Alors je vais quand même vous montrer un peu le brûle-sort, hein. Le brûle-sort est ici. Donc voilà, vous dépensez des points de force, d'agilité ou d'endurance, hein, c'est bien ce qui est marqué ici. Chaque point dépensé, le mage ajoute plus 1. En sachant que vous allez la regagner à raison de 1 point par jour, 1 point de caractéristique par jour. Voilà. Et si donc vous avez une table d'action de brûle-sort, si votre joueur n'a pas vraiment d'idée sur le coup, il va pouvoir lancer sur la table avec un D24. Genre le mage utilise un fer chauffé à blanc pour se marquer d'un symbole surnaturel sur le bras ou sur le torse. Le mage doit s'arracher un ongle et le brûler avec de l'encens. Vous voyez ce genre de choses. Ça c'est pour le brûle-sort. Alors maintenant, je vous ai parlé quand on réussissait un sort ou qu'on avait un effet. Quand on le rate, le sort ne passe pas, n'est pas lancé, et il n'est plus mémorisé, vous n'allez plus pouvoir le lancer de la journée. Mais en fait, il y a pire. Parce que si vous faites un 1 sur votre test d'incantation, hein, là, c'est mal. En fait, hein, c'est toujours... Je voulais vérifier quelque chose avec vous avant...
Vous allez voir me demander ce que je fais, mais bon, admettons que là, ouais, c'est toujours sur un 1. Quand vous faites un 1, vous voyez, c'est perdu, échec et pire. Donc 1, vous n'avez plus la mémorisation de ce sort. Par contre, ça va être, vous pouvez avoir des effets secondaires très mauvais. Vous allez lancer un D6 qui va être modifié par votre bonus de chance et vous allez consulter le résultat de 1. Donc par exemple là, pour main brûlante, un D6, si vous faites... Alors les effets cataclysmiques quand vous faites un 1, j'exagère un peu parce que c'est surtout catastrophique, surtout pour le lanceur de sorts, ça peut être très très pénible, sont en fait l'effet le plus supportable jusqu'à le plus insupportable, c'est en fait, vous pouvez subir un revers de sort, on va voir ce que c'est, une souillure du patron, on va voir également ce que c'est, et ensuite de la corruption, et ça c'est mal. Donc vous lancez votre D6 modifié par votre chance. Donc si vous faites 4 ou plus, vous subissez un revers. Donc un revers, vous allez de nouveau lancer sur la table, et là la table des revers, elle est spécifique à chaque sort. Hein. Et ça aussi, ça c'est bien. Donc pour chaque sort, vous avez une petite table des revers quand vous faites un au dé. Donc par exemple, donc là vous allez lancer un D4. Des flammes jaillissent d'un membre aléatoire du corps du mage, perturbant sa visée. Déterminer à l'aléatoire la direction des flammes. Celle-ci inflige un dé 3 points de dégâts à tout ce qui se trouve à une portée de 4,50 m dans cette direction. Par exemple, si vous faites 2, les mains de l'encrotateur s'enflamment, lui infligeant un dé 3 points de dégâts. Voilà. Donc ça c'est le revers. Si, par contre, vous faites 3. Alors, 3, c'est souillure du patron. Alors, souillure du patron, en gros, si votre mage a une entité surnaturelle tutélaire, on va dire, hein, qui se raccroche à sa puissance, bah, vous allez lancer, il y a une table pour chaque patron sur laquelle vous allez lancer un dé pour voir ce qui se passe. Je vous la montrerai peut-être après. Le patron, il n'aime pas trop être dérangé, hein, ou alors il va venir agir, il va vous donner une quête impossible, ou ce genre de choses. Enfin, ça dépend du patron, ça dépend de son alignement aussi. Et là, et après, on arrive à la corruption. Alors la corruption, ça, c'est pas bien. Donc la corruption, vous avez aussi une table qui va être, qui va être également associée à chaque sort, corruption. Vous lancez un D4, par exemple. 1, les mains noircies en permanence, voilà. 2, un simple contact provoque l'embrassement du papier. 3, tous les poils du corps de l'incantateur sont définitivement brûlés. Ça, c'est des effets liés au sort. Mais parfois, vous avez, par exemple, rune des mortels, hein, ce sort-là. Quand vous faites un jet de corruption, vous pouvez subir une corruption mineure ou une corruption majeure, en sachant qu'il y a aussi un autre niveau de corruption qui est mineur, majeur et supérieur. Et là, vous allez lancer sur une autre table. Alors, vous allez me dire, ça fait plein de tables, mais je vous assure que ça arrive très rarement, hein, mais quand ça arrive, ça donne une certaine ambiance à table, et ça j'aime bien. Hein. Et donc, vous allez taper sur les tables de corruption. Les corruptions mineures, alors la corruption, c'est toujours pénible. Hein. Il y a même une corruption mineure. Hein. Corruption mineure, une des jambes du personnage s'allonge de 2d8 cm. Et ça, c'est un truc gentil. Frisson, le personnage tremble en permanence et fait constamment du bruit à cause de ses claquements de dents. Affection des yeux, lancer un D4, les yeux brillent d'une couleur surnaturelle. En sachant qu'on peut cramer des points de chance pour éviter la corruption. Hein. Donc c'est marqué ici, un point de chance pour l'éviter. Et la chance peut être brûlée après, une fois qu'on a déterminé les... Voilà, c'est ça. Uniquement après qu'on est lancé sur la table. Parce que là, vous avez l'illustration de l'évolution d'un mage. Vous voyez que ça peut terminer au fond de 5 tours, non pas en quête de puissance, mais en quête de garder son âme face aux forces corruptrices qu'il a trop utilisées dans sa vie. Corruption majeure, alors là, on commence à avoir des trucs souillure démoniaque, lancer un D3, les doigts du personnage s'allongent pour devenir des griffes, la langue du personnage devient fourchue et ses narines se réduisent à des fentes, vous voyez, ce genre de choses. Et enfin, la corruption supérieure, alors là, on tape dans le délire, pourriture, la chair du personnage tombe en morceaux comme celle d'un zombie, le personnage perd un des 4
points de vie par jour. Seuls des soins magiques peuvent ralentir cette pourriture. Super. Un bec remplace la bouche du personnage, vous voyez ce genre de choses. Donc en fait, quand vous lancez un sort et que vous faites un 1, il va falloir espérer de ne pas faire un jet trop pourri pour voir ce qui arrive à votre sorcier. Hein, à force de titiller les forces magiques, elles finissent par vous retomber sur la gueule. Vieux proverbe chinois. Non. Enfin bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Oui, je vais vous parler d'un truc un peu spécifique, en fait, que j'ai jamais utilisé, mais qui peut arriver, avec tout un système qui est aussi bien foutu. Alors, avant d'aller plus loin, je voulais quand même vous montrer, en fait, un exemple de patron. Vous avez 16 Rekan, en gros, c'est un ancien sorcier qui a atteint une espèce de sorte d'immortalité. Hein, considérez presque ça comme une liche, si vous voulez. Et donc, vous avez pour chaque patron la souillure du patron et la table dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, vous voyez, par exemple, pour le résultat, vous lancez un dé, et vous allez voir ce qui se passe quand vous avez une souillure du patron. 1. Poussé vers la folie par l'excès de connaissances occultes, le mage passe son prochain tour à se graver un troisième œil sur le front. De retour dans un lieu civilisé, il cherchera un artisan capable de lui tatouer un troisième œil sur le front au moyen d'encre exotique et coûteuse. Ça, c'est la souillure du patron. Vous voyez. Et alors, on peut aller jusqu'à lors d'un rêve éveillé, le puissant 16 Rekan apparaît. Le mage réalise alors l'imperfection de sa magie et sa dépendance trop grande envers les puissances extérieures. Pour s'affranchir de leur influence, le mage abandonne l'un des sorts de niveau 1 qu'il connaît. Bon, vous voyez, vous avez souillure du patron, vous avez ce genre de choses. Alors, vous en avez des autres, hein, vous avez Azid Aka, prince démon des tempêtes et de la désolation, avec effectivement une autre table de souillure de patron. Et c'est ça que j'aime bien, c'est la multiplication. Moi, j'aime beaucoup la multiplication des tables parce qu'elles permettent de personnaliser des effets, des choses. Et ça, c'est plutôt que des effets génériques. Moi, j'aime beaucoup ce truc. Bon, mais je voulais vous parler d'un dernier système qui est ici, qui s'appelle le duel arcanique. Alors, le duel arcanique, qu'est-ce que c'est? Ça va être quand un mage lance un sort et qu'un autre mage va le contrer, ou essayer de le contrer. Dans ce cas-là, les deux mages vont se lancer dans un duel arcanique en se lançant des sorts et des contre-sorts. Hein, un peu en dehors, moi je considérerais ça un petit peu en dehors de la partie, hein, pour laisser en dehors des autres joueurs, pour laisser un peu ce moment dramatique et ce duel de sorciers se dérouler. Alors vous avez tout un système, je ne vais pas vous le détailler parce que alors je ne vais pas dire que c'est compliqué, mais il y a pas mal de, c'est une procédure très complète, on va dire. Donc avec des sorts et des contre-sorts, vous voyez, quand vous lancez un sort et un contre-sort, vous allez regarder, si en fait vous allez comparer les tests d'incantation, s'il y en a un qui prend le dessus ou pas, et ensuite on va lancer, qu'est-ce qui se passe, voilà, si en fait il y en a un. Voilà, oui. S'il y en a un qui prend le dessus, bah, vous allez lancer un dé sur la table vous voyez, si le défenseur est plus élevé ou l'attaquant est plus élevé dans son niveau d'incantateur, bah, vous allez lancer un dé, vous allez voir ce qui se passe. Hein, par exemple, vous avez domination, le sort de l'attaquant est annulé et celui du défenseur prend effet normalement. Si l'attaquant est plus élevé, bah, vous pouvez avoir domination et réflexion. Lancer un D8, le sort de l'attaquant prend effet en premier et son niveau normal. Celui du défenseur se retourne contre lui. Donc vous avez toute une procédure de duel arcanique. Et ça, j'aime bien quand même. Hein. J'aime vraiment bien cette histoire de duel arcanique. Je ne l'ai encore pas eu à ma table, mais j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner la première fois que ça va arriver. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, et si en fait les deux sorciers qui se battent en duel font le même sort d'incantation, c'est mal. C'est comme croiser les flux. C'est mal. Parce que vous allez perturber le phlogiston. Et si on perturbe le phlogiston, vous lancez un dé 10 sur cette table. Par exemple, alors là, vous voyez, si vous faites un 10, par exemple, corruption mutuelle, les deux sorts échouent et les deux incantateurs subissent un des 4 plus 1 corruption. Vous imaginez
Le truc. Fusion des sorts, ouais, ça c'est vraiment croiser les flux. Une singularité d'énergie arcanique fait fusionner les deux sorts en une entité encore plus puissante. Ce résultat nécessite un arbitrage du juge, bah oui. Boucle temporelle, ralentissement temporel, là vous avez perturbé toute la structure même de la magie. Voilà, donc ça c'est le duel arcanique, c'est tout un système qui permet de donner vraiment une dimension assez épique quand deux mages s'affrontent. Et ça, c'est vachement sympa. J'ai autre chose à vous dire? Non, je ne crois pas. Je crois que j'ai fait à peu près le tour, en fait, du mage et de la magie. Voilà. Donc, en fait, le mage, hein, un personnage... c'est un personnage assez central à la table. Hein. Moi, le mage que j'ai à table, à ma table, est assez central en fait dans le groupe. Sa magie lui permet de sauver le cul éventuellement, mais pas tout le temps parce que des fois, bah voilà, ça marche pas pareil. Par contre, avec tous ces effets secondaires et ces machins, bah, c'est pas non plus le dieu vivant des personnages. Hein. Il est très puissant, mais il est également assez faible en fait, si on veut, et il a plein d'options pour lancer la magie. Toutes ces histoires, toute cette magie qui n'a pas toujours les mêmes effets, les brûle-sorts, les corruptions. J'ai pas parlé des rituels, parce qu'en fait, on peut également faire des rituels à la place des sorts. Donc on peut accepter de la corruption volontairement, on peut invoquer un sort pendant des jours pour avoir des bonus, tout ça, ça va vous donner des bonus, etc. Et ça, vous allez le faire au sein d'un rituel. Donc en fait, la magie a énormément de possibilités. Vous êtes très fort dès le niveau 1. La magie est très forte dès le niveau 1. Vous n'êtes pas obligé d'attendre boule de feu pour qu'on vous regarde un peu avec respect. Non, la magie est très très forte tout de suite. Elle va le devenir encore plus quand vous prenez des niveaux. Mais elle est vraie. Vous n'êtes pas un pimpin au départ qui a un des 4 points de vie qu'il faut protéger et qui ne sert pas à grand chose. Parce qu'il faut bien avouer qu'un donjon, un sorcier niveau 1, il ne sert pas à grand chose. En tout cas, avant la version 5, mais bon, ça c'est un autre problème. Donc en fait, vraiment une classe à part et qui est vraiment très chouette à jouer, hein, qui est vraiment très très chouette à jouer. Bon voilà, j'ai terminé en fait pour mon blabla, je vais pas aller plus loin, sur le mage à DCC. Alors comme d'habitude, hein, si vous avez aimé cette vidéo, un like, un abonnement, un partage, un commentaire, c'est toujours autant apprécié. Et il nous restera une classe à vous présenter, ce sera l'elfe. Merci à toutes et merci à tous.